Bonjour à tous et bienvenue sur The Holistic Way, le podcast Mindset, bien-être et liberté. Aujourd'hui, j'accueille Lohan Delage. Lohan, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. J'aime bien ton intro parce qu'elle fait très reportage avec Bonjour la voix. Lohan. Aujourd'hui, nous sommes avec un coach psycho-émotionnel. C'est un peu J'essaye de faire, tu sais, d'avoir la même intro pour pas perdre les gens à chaque fois. C'est un travail, mais j'aime bien. ça. Ouais, bah ça donne envie, mais ça peut faire peur aussi, je pense. Écoutez, attendez 20 secondes et puis voilà, Ouais, on entre dans le vif du sujet. exactement. Alors, Lohan, je vais te proposer de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, te présenter, c'est qui tu es, ce que tu fais et quelles sont un peu, voilà, les valeurs qui définissent Lohan. Ouais, alors bah très simple. Lohan, j'ai eu 26 ans il y a 4 jours. Donc je suis coach sportif. Alors pour que les gens puissent mieux me définir, bah, j'utilise ce terme-là, mais j'apprécie de moins en moins le terme coach sportif. Je suis coach sportif sur Orléans et j'accompagne des parents qui veulent se remettre au sport, qui n'ont pas bougé depuis des années, qui veulent tout doucement retrouver une confiance physique et psychique, même émotionnelle, à travers le mouvement, mais pas que. J'ai fait un constat que beaucoup de gens en salle de sport n'étaient pas convaincus parce que c'était trop dur, on n'était pas assez accompagnés, il y avait beaucoup trop de monde, il y avait des regards déplacés. En fait, le cadre pour ces personnes-là, et je vais prendre un archétype, par exemple Céline, 35 ans, qui a pas fait du sport depuis 10 ans, cet environnement, il est peut-être pas propice pour sa progression. Donc moi, justement, je suis là pour accompagner ces personnes-là dans un petit studio très intimiste, limite qui fait un petit peu cabinet de kiné où on s'y sent bien. Des fois, je fais des cours aussi en extérieur. Donc je le fais en petits groupes pour que justement ces personnes soient dans un environnement propice à leur progression. Voilà, je fais également des accompagnements individualisés où là, il y a une petite part un petit peu de d'émotionnel qui rentre en jeu lié au réflexe archaïque et on pourra en parler un petit peu plus en Ouais, détail, ouais, ouais, même si je ne carrément. suis pas coach émotionnel, attention, je tiens à le préciser. Et à côté de ça, j'accompagne Lucas Bourguignon, donc qui est conférencier sur les réflexes archaïques, la sensorialité, le balancement hémisphérique et tous les sujets associés partout en Europe. J'organise ces séminaires. On en fait environ 2 à 3 par mois en 2024 là. Ça a commencé l'année dernière. Et le but, c'est de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse partager ses connaissances à beaucoup de professionnels du sport et de la santé, parce que les réflexes ne sont pas encore démocratisés, et c'est notre mission. On cherche à démocratiser les réflexes pour que l'humain soit dans de meilleures conditions, bien que euh, des problématiques qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 40, 50, 60 ans. Voilà. Super, super. J'ai envie de partir sur plein de choses là. La première chose, c'est l'environnement. Je trouve que tu as vraiment parlé de ça de manière, tu sais, très naturelle, très détendue. Mais Ouais. c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose aussi qui tient énormément à cœur à un de mes très bons amis. On se dit toujours le vieux frère, tu vois. C'est Victor Ségard. Je pense que tu le connais aussi. Ouais. Atlas Studio Coaching. Ouais. Lui, pour la petite histoire, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais en fait, il a vraiment créé cet environnement à lui où en fait, il accueille les gens chez lui à travers un studio, mais aussi un potager en fait, en tu sais, en autogestion, etc. quoi, en permaculture. Et donc en fait, tu sais, c'est un peu drôle parce que on en parlait justement aussi avec Lucas, où il disait voilà, Victor, il a tout compris, c'est-à-dire que les gens ils viennent le trouver et puis ils repartent avec leur bac de légumes, tu sais, alors que de base ils devaient juste bouger. Et en fait, pour moi, l'environnement c'est tellement sous-coté en fait. C'est-à-dire que les gens se disent ouais ben voilà, tu fais une salle de sport, vas-y, t'as envie, tu viens et puis point, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis de créer un environnement qui est favorable. Comment est-ce que toi tu fais pour justement créer cet environnement favorable aux gens qui viennent se faire accompagner? Alors, déjà, c'est l'environnement, je le vois de deux façons, de mon point de vue. La première façon, c'est la façon logistique, à savoir que si je reprends mon archétype que Mmh. j'accompagne, si je reprends Céline, 35 ans, qui rentre dans un fitness park en mode testostérone, qu'il y a des mecs super balèzes de tous les côtés, des bruits de bar, des bruits d'haltères, etc. Est-ce que tu penses que Céline, elle sera dans les meilleures conditions? Moi, je pense pas. Par Ouais, contre, si pareil. Céline, elle rentre dans un petit studio où il y a un petit peu de matériel, où on prend le temps, justement, de, de, de parler, d'accompagner la personne sur ce qu'elle veut dans un premier temps,
Euh, Moi, je pense que c'est un premier facteur logistique qui définit l'environnement et qui fait que la personne se sent bien. Et le deuxième, et je l'ai un petit peu abordé là il y a quelques secondes, c'est le fait, la personne rentre dans le studio, elle est accueillie. C'est-à-dire que même si tu es en train de faire quelque chose, la première impression pour moi, elle est très importante. La personne rentre, tu dois être là pour elle. Bonjour, comment allez-vous, etc. Est-ce que tu as pris une bouteille d'eau? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Toutes ces choses-là. Euh, et du coup, la personne va se sentir vraiment accueillie. Mais pour le coup, je pense que on peut trouver ça normal. Euh, ouais, l'accueil c'est normal, faut dire bonjour, etc. Oui, mais c'est plus que ça. C'est oui, tu dois être poli évidemment. Ça, je vais pas dire le contraire. Mais par contre, tu dois mettre à l'aise la personne et tu dois tout de suite être là, de lui donner de l'attention parce que justement, elle est venue pour faire du sport, mais pour moi, c'est pas le plus important. Elle est venue pour une expérience à travers le mouvement, pour être accompagnée, pour être compris, pour avoir ces échanges. Donc pour moi, c'est à travers ces deux facteurs que je définirais l'environnement et c'est comme ça que je reprends encore une fois la personne que Céline, 35 ans, qui n'est pas bien dans sa peau, vient en studio, qui a beaucoup d'a priori et d'appréhension. Elle rentre dans le studio, ah je me sens accueilli, on me parle super bien, on n'est pas du tout dans comment dire un accueil comme ce qu'on peut retrouver dans des grandes surfaces où il y a juste un bonjour et après tu fais ta vie dans l'espace. Non, c'est voilà, on accueille la personne, le tout dans un environnement logistique qui est propice à bah, une- l'apaisement, si je puis dire, mais surtout le fait de ne pas être en alerte de tous les côtés par rapport à ce qui se passe. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, le côté un petit peu, l'importance de l'environnement, alors pas que par rapport au mais ici c'est le sujet, c'est le sport. J'ai remarqué aussi que moi, en faisant des réflexes archaïques, par exemple, au début, tu sais, tu testes un petit peu, tu fais un petit peu les choses, comme tu peux les faire. Donc moi, j'étais dans une salle de CrossFit et j'ai remarqué qu'en fait, les résultats étaient vraiment moindres. Pourquoi? Et au début, je le comprenais pas parce que, manque d'expérience, manque de connaissances, c'est évident, tu vois? Tu testes, hein, tu forges pour être forgeron et donc l'idée, c'est que là, je faisais les réflexes et en fait, j'avais des mecs qui lâchaient des grosses barres à côté, de la musique à fond, des choses comme ça. Alors évidemment, on va pas trop spoiler, mais quand on commence à travailler dans l'hémisphérique, on comprend aussi pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. il y a un peu ce côté où voilà, on va vouloir aller chercher l'hémisphère gauche ou droite, mais je veux dire, tu vas essayer de parler d'un côté ou de mettre du son d'un côté, puis tu as une barre qui tombe de l'autre, et c'est toutes des choses qui en fait doivent être comprises et aussi assimilées. Donc les personnes, les auditeurs qui écoutent ce podcast en ce moment, si vous êtes professionnel de la santé, mais pas que, c'est-à-dire que si vous êtes un être humain, a priori, ce qu'on est en train de dire va vous intéresser, parce que votre environnement va définir aussi l'énergie que vous allez mettre dans les choses, mais aussi vos capacités et les possibilités qui vont venir de ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, encore une fois, c'est un exemple que je prends beaucoup, si vous avez un environnement de travail perçu comme hostile, ça va être compliqué de donner 100% en fait de vos capacités. Alors, je vais utiliser le terme professionnel, c'est-à-dire les compétences techniques et les connaissances, mais aussi humaines, c'est-à-dire cette sincérité que personnellement j'essaye d'avoir, cette authenticité, j'essaye d'avoir à travers nos échanges. Bien sûr, tu me connais, Lohan, on est amis, il n'y a pas de secret. Là, par exemple, j'articule un peu plus, je réduis un peu ma vitesse de discussion. C'est logique, j'essaye de voilà d'être cohérent dans ce que je dis. Et puis, je suis italo-espagnol, donc parler vite, c'est une seconde nature. Crier aussi, hein. Ma mère, elle criait tout le temps, ça faisait toujours rire les gens qui venaient à la maison. Ta mère t'engueule? Pas du tout, on est en train de discuter là, en fait. Donc, il y a une adaptation à avoir, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais là où je trouve que tu mets très bien l'emphase, c'est ce côté, les gars, pensez aussi un peu à ce qu'il y a autour de vous. Parce que si, et là, peut-être qu'il y a des gens qui vont, ça va résonner, de se dire, ah ouais, en fait, j'arrive pas à donner le maximum de moi-même parce que je suis en train de conscientiser en écoutant ce podcast qu'en fait, je perçois mon environnement inconsciemment comme hostile. Et si tu comprends ça, tu vas pouvoir te dire, OK, c'est super intéressant. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de percevoir ça? Donc, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient chez toi et qui, en fait, tu perçois que tu sais, elle est un peu sur l'ultra défensif, comme ça, cette volonté d'hyper contrôle et de te dire, OK, là, on va travailler un peu là-dessus. Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr. Et puis je vais le mentionner de nouveau. Euh, on
On est à la veille du deuxième séminaire des réflexes archaïques en 2023. Je crois que c'est aux alentours de mai. Et je propose à Lucas Bourguignon de venir à la maison le soir même pour qu'il puisse rester dormir. Et ensuite, le lendemain, on part ensemble sur le séminaire. Donc là, on est quelle année? 2023 en mai, donc il y a un peu moins d'un an. Et il me dit mot pour mot, écoute Lohan, pour les ambitions que tu as, ton appartement c'est de la grosse merde. Voilà. Et ce qu'il m'a dit, ça a résonné en moi. Et au début, je l'ai pris mal, dans le sens où l'ego est un peu bousculé. Mais je me suis dit, vu que c'est quelqu'un qui m'apprécie, est-ce qu'il va réellement me conformer dans une illusion, dans quelque chose qui finalement n'est pas vrai? Et en fait, après avoir mûrement réfléchi pendant un mois, je me suis dit, en fait, il a raison, mon appartement, il n'y a pas assez de lumière. Mon appartement, il y a du bruit avec les voitures qui passent à côté. L'isolation, c'est pas top. Il est trop petit. Et toutes ces choses-là ont mûri, on va dire, dans ma tête. Et je me suis dit, ouais, non, là, faut que tu changes d'environnement parce que tu vas pas être bien. Et dès lors que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, je me suis tout de suite senti bien. Et j'ai mieux dormi. J'ai été plus créatif. J'ai été plus productif. Voilà, mais tant que t'as pas perçu que ton environnement il est pas ok, tu t'avances un petit peu avec un frein à main. Et ça, ce concept-là, notamment lié à l'environnement, Lucas l'expose dans son livre L'écologie de la vie humaine. Et, euh, et je pense que depuis ce jour-là, je me suis dit ouais, c'est vrai que quand t'es coach sportif, si les personnes souhaitent exprimer leur capacité par rapport à un contexte A, le point de départ, on va dire, si c'est leur première séance, il faut qu'ils soient dans un environnement propice à ça. S'ils sont pas dans un environnement propice à ça, en fait, ils y vont un petit peu à reculons, ils se sentent pas très bien et puis on n'avance pas comme on devrait avancer. Ouais, c'est vraiment un peu avoir ce boulet, tu sais, ce boulet mental, ce boulet, au sens propre ou comme au Ouais. figuré, hein, pour le coup, pour certains, parce qu'on en est là. Ouais. Voilà, où, tu sais, une des choses les plus confrontantes, par rapport à l'environnement, c'était aussi l'entourage, tu vois? Je me Aussi. rappelle que quand j'ai commencé à travailler, voilà, avec toi, avec Marc, avec Lucas, parce que, on parle de Lucas à chaque podcast, donc il y a un moment où, voilà, c'est un ami, c'est aussi quelqu'un avec qui on travaille, énormément sur Ouais. nous comme sur nos business. Il n'y a pas de secret à ça, il n'y a pas de malaise là-dessus. Notamment l'écologie de vie qui, moi, a bouleversé ma vie dans le sens où ça a vraiment remis voilà, les pendules à l'heure. Je vais dire ça comme ça. Parce que oui, gagner sa vie, c'est top, mais gagner sa vie sans pouvoir profiter avec les gens qu'on aime, ça remet les choses en question. Et là, comme tu dis, c'est un peu des claques au visage, quoi, où tu te dis, ok, bon, est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut? Est-ce que tu mets la bonne énergie? Oui, tu mets de la bonne énergie, tu aides les gens, tu es aligné avec ton pourquoi. Mais par contre, ton épouse, ta femme, tes enfants, tes amis, tes frères, que sais-je, en pâtissent peut-être. Et au final, qu'est-ce que la vie si ce n'est partager des bons moments avec les gens qu'on aime, quoi. Et donc, moi, voilà, j'ai vraiment eu des claques là-dessus aussi, notamment au niveau de l'entourage, où tu remarques en fait que beaucoup de gens sont en fait dans un entourage qui est vraiment négatif. Après, négatif, c'est pas un jugement, mais c'est ce côté où en fait ils ne te permettent pas d'atteindre ton plein potentiel. Parce qu'encore une fois, je dis souvent aux gens, quand quelqu'un te dit, c'est qu'un avis, d'accord, c'est pas une vérité, mais quand quelqu'un te dit tu n'es pas possible, tu n'es pas capable de, tu n'es pas fait pour, vous voyez toutes ces petites phrases un peu pernicieuses comme ça. Et qui plus est, souvent, c'est des phrases qui sont dites par des gens qu'on respecte, voire qu'on admire, qui est encore au-dessus, quoi, au niveau de la perception. Et ben, en fait, il faut bien comprendre que c'est leur perception à eux. C'est pas votre vérité à vous. Si vous décidez de dire, OK, moi, je pense vraiment que je suis capable, je vais essayer. En fait, c'est une petite citation qui me tient énormément à cœur, mais il est impossible de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est tomber 7 fois, se relever 8 fois. C'est toujours un peu cette même histoire de, ok, pas résilience, mais antifragilité. Mm. On apprend de nos erreurs et on avance. Et ça, je pense que toi aussi, l'entourage, c'est quelque chose qui t'a, ce changement d'entourage, par choix, mais aussi par besoin, je pense, qu'il y a eu ce côté comme moi, hein, où à un moment, juste, j'étais entouré de personnes qui n'avaient pas spécialement envie d'aller là où je voulais aller et encore une fois, sans jugement. Mais est-ce que ça te parle un peu, tu sais, ce travail sur l'entourage? Bien sûr, bien sûr. En fait, je vais faire très simple. Euh, L'entourage, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'hyper important. Du fait que moi, j'aime bien quand les personnes finalement me disent la vérité. C'est-à-dire Mhm. que euh,
t'as tes amis, t'as ta famille, etc. Et pour des objectifs un petit peu euh, élevés, que ce soit dans le monde du business ou ailleurs, tu prends une route pour y aller. Cette route, parfois, bah, ça va pas être la bonne. Sauf que toi, tu t'en es pas rendu compte. Mais ta famille et tes amis vont te dire, mais si, c'est bien, etc. Ils vont t'encourager. Alors c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas encourager, mais par contre, se cacher derrière une espèce de fausse croyance et je ne saurais même pas définir le terme, mais ne pas expliciter réellement la vérité, bah non, ça marche pas, c'est de la merde. Mais après, on peut mettre les formes un petit peu plus, mais non, ça marche pas, fait autrement. Moi, je préfère quelqu'un comme ça qui est véridique et qui est sincère, quitte à être un petit peu brut, plutôt que quelqu'un qui me conforme dans une zone de confort et qui bah, me laisse entre guillemets patauger, même si la responsabilité elle est de mon côté, hein, c'est mon projet, c'est moi qui avance. Moi, je préfère des gens comme ça, qui sont euh, qui sont véridiques, plutôt que euh, qui sont tout le temps à me dire que c'est bien, que si, que ça, tout le temps de façon ultra positive. Non, il y a des fois, faut l'avouer, il y a des choses négatives. C'est à partir de là qu'on peut se corriger. Et derrière, bah, tu rectifies le tir en fonction de d'où tu veux aller. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est c'est bête à dire, mais si t'as des amis qui sont tout le temps à te dire c'est bien, bah, en fait, maintenant, moi, je me pose des questions sur ça, tu vois. Je me pose des questions et je me dis, attends, si c'est vraiment bien sur tout ce que j'entreprends, que ce soit dans le social ou le business, le sportif, etc., pourquoi est-ce que j'arrive pas plus vite à ça? Voilà. Donc, je le vois comme ça. Ouais, bah, pour moi, l'amitié et l'amour, c'est un peu des sœurs jumelles, tu vois. Et je dis souvent, voilà, pour moi, la vraie amitié, le vrai, véritable amour, hein, peu importe, amoureux, maternel, fraternel, comme on veut, d'accord. C'est vraiment ce côté de, ok, pousser l'autre à atteindre son meilleur. Tu vois, c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est ma perception. Et je me rends compte que typiquement, les prises de tête que j'ai eues avec les gens, parce que bah, voilà, on est humain, on a des prises de tête avec des gens, hein, ça arrive. C'est toujours pour la même chose en fait. C'est des gens qui ont voulu me cacher des vérités que eux n'étaient pas capables d'assumer. C'est-à-dire que eux partaient du principe que j'étais pas capable d'entendre ce qu'ils allaient me dire. Ouais, Et ouais, tu vois, ça a créé un peu cette friction, en fait, qui a fait que notre amitié ou notre relation, de quelque nature qu'elle était, en a pâti, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que je dis beaucoup à mon épouse. Je dis, voilà, euh, sois vrai, sois véritable avec moi. C'est-à-dire que je suis capable de tout entendre. Par contre, je t'en voudrais de ne pas me dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un ouais, peu ce côté, sois honnête. Et pour moi, c'est ça un peu l'amitié. C'est encore une fois l'amitié et l'amour. Hein. Je mets vraiment ça dans le même sac où en fait, tu te dis, OK, tu veux le meilleur pour l'autre. Quel est, alors, comme tu dis, tu peux mettre les formes, parce que moi, j'ai un peu ce mommy mode, le mode maman, où je suis très, des fois trop gentil, mais ouais, il y a un moment où, en fait, ben, tu switches, quoi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce côté de, OK, quelle est ta capacité à faire prendre conscience à l'autre d'une vérité la plus objective possible, quoi. Comme, et là je reprends ton exemple, ok, tu veux atteindre ce chiffre d'affaires, tu veux atteindre ce niveau de compétence, tu veux arriver dans ce but-là, ce goal-là. Ben, comment ça se fait que tu n'y es pas déjà? Si c'est déjà, entre guillemets, si c'est prévu, ok, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin, encore une fois, avec cet environnement et cet entourage de, ok, je suis entouré de personnes qui sont loin d'être parfaites, comme personne ne l'est, donc ça ouais. c'est une évidence, mais qui par contre me poussent à donner le meilleur de moi-même et m'aident à me confronter à mes propres faiblesses. Mm. Donc ça Totalement. Ouais. c'est aussi vraiment, voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, quoi. Bien sûr. Et j'expliquais, bah, c'était hier, que en fonction de ce qu'on va te dire aussi, euh, et du contexte dans lequel tu es, c'est pas le contexte en soi qui est important, c'est qu'est-ce que tu en fais derrière. Je vais m'expliquer sur un exemple très simple, deux exemples même. Je vais prendre l'exemple du confinement, avec le Covid, etc. Beaucoup se sont morfondus sur eux-mêmes, moi le premier, à me dire putain, fais chier, euh, on va être confiné, etc. Sauf que ça a duré très très peu de temps, dans le sens où je me dis, ok, on a un nouveau contexte, comment est-ce qu'on va l'utiliser pour arriver à nos fins, à l'objectif qui était préalablement entrepris. Tu vois, c'est pas ce qui nous arrive entre guillemets qui est important, c'est ce qu'on en fait. C'est ça qui est C'est la important. réponse, je suis totalement Voilà. d'accord. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Et je reprends un autre exemple qui est un peu plus personnel.
Mon petit frère hier a eu un examen médical. Il a une fracture au niveau du tibia, il en a pour 6 semaines. C'est un athlète de haut niveau qui est en pôle espoir d'athlétisme, etc. Et, euh, et puis bah ma famille me disait fait chier à son âge, etc. Tu sais, il y avait ce côté on se morfond un petit peu. Et moi je disais, et puis j'ai été véridique, je disais mais c'est cool parce que c'est une opportunité dans le sens où là il a 15 ans. Euh, Quand tu goûtes au haut niveau, bah voilà, tu vas goûter aussi à ça, à la blessure, etc. Maintenant, euh, c'est aussi ça, se développer un mental entre guillemets de champion et puis de haut niveau, c'est t'es dans un contexte où t'es blessé. Qu'est-ce que tu vas faire pour rebondir, pour justement retrouver les terrains? C'est comme ce que tu disais, l'antifragilité où tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Bah là, c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est pas ce qui est. Alors bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle. Évidemment, je disais à ma famille, bah oui, il s'est blessé, ok. Maintenant, on a un nouveau contexte, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. Parce que même quand on est blessé, et on pourra en parler après si tu veux, on a quand même des choses à faire. Et même d'un point de vue mindset, d'un point de vue, ça t'es bien placé pour le savoir, je pense que ça développe des choses, et c'est là aussi où il y a la maturité qui rentre en jeu. Donc pour moi, ce qui est important, c'est voilà, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Évidemment, il y a des choses qui sont ultra dramatiques, ultra trash, etc. Je dis pas qu'il faut mettre les émotions de côté. Voilà. Moi, le premier, j'aime bien parler d'émotions, mais par contre, ok, j'ai eu cette émotion-là, que ça soit de la joie, de la peur, de la tristesse. euh, Comment je vais pouvoir essayer de l'utiliser pour arriver à mes fins. Voilà. Ouais, c'est costaud parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux gens que j'accompagne. Événement plus réponse égale résultat. Et en fait, l'événement, c'est quelque chose sur lequel tu n'as aucune emprise. C'est quelque chose d'extérieur, ça arrive. Là, ben, je vais prendre l'exemple que tu me donnes un exemple tout fait, donc on va le faire ensemble. L'événement, c'est la fracture, tu vois. Et en fait, c'est là où, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord sur le côté, on va pas fêter ça. On va pas dire ouais, trop bien. Enfin, je veux dire, faut pas non, voilà, on va pas non plus aller dans le contre-exemple totalement gratuit. Mais c'est ce côté où, bah oui, voilà, faut prendre. C'est pas une bonne nouvelle. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais l'événement, on a aucune, c'est extérieur, on a aucune emprise dessus. Il pleut, il pleut. Il y a une fracture, il y a une fracture. C'est là, c'est là. C'est ça. La réponse, par contre, que tu vas amener va vraiment changer tout le résultat. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment eu ce côté de growth mindset, de dire, OK, quelle est l'opportunité derrière cette blessure? Repos, apprentissage, se recentrer sur soi-même, revalider la réhabilitation, voir un petit peu là où on est moins fort. Peut-être que si c'est le bas du corps, on va peut-être travailler le haut du corps. Tu vois, tout ça. Ça, pour moi, ça me demande pas d'effort parce qu'en fait, je fais ça à longueur de journée. C'est-à-dire que je me suis déjà fait les ligaments, j'étais nul en bench, j'ai commencé à faire du bench, maintenant c'est mon mouvement préféré. Ça veut pas dire que je suis bon, mais c'est mon mouvement préféré. Donc c'est ce côté un peu de, ok, saisir les opportunités. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi, qu'il y a beaucoup trop de gens qui restent focus, en fait, encore une fois, qui mettent leur énergie sur des choses qui ne sont pas positives, qui ne sont pas utiles, qui ne peuvent pas être changées. Et là, à ce moment-là, ils comprennent pas pourquoi ils n'ont plus d'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Et ce focus-là, il est hyper important. Ouais, c'est Donc, ça. voilà. En l'occurrence, pour cet exemple-là que j'ai donné pour mon petit frère, ce n'est pas le cas par rapport à ce que je vais expliquer après, mais ça m'est déjà arrivé où, bah, que je reprends ce que tu viens de dire, ouais, il pleut, ouais, il y a ci, ouais, il y a ça, et tu sais, être constamment un petit peu dans le négatif, et je me dis, mais en fait, ces personnes-là euh, expriment constamment le côté négatif parce que voir les autres briller et réussir les, comment dire, les perturbe un peu, et ils n'ont pas envie d'échouer seuls. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, pour se rassurer, ils vont exprimer tout ça pour justement, ok, viens de mon côté, ouais, il y a des choses négatives, il y a ça, viens de mon côté, viens voir comment moi, entre guillemets, j'échoue, hein, je suis peut-être un peu dur dans mes mots, mais, et viens avec moi, comme ça me rassure. Et là, c'était pas le cas du tout pour mon petit frère et ma famille, mais juste pour montrer un extrême que bah, j'avais déjà vécu, et c'est pour ça que l'entourage est quelque chose auquel maintenant je fais très attention, parce que bah voilà, il y a des gens comme ça, et évidemment, bah comme toute personne, bah, partant de ce contexte-là, elles peuvent aller mieux si elles sont accompagnées sur le plan psychologique, mindset ou d'autres, hein, peu importe. Les problématiques, on les connaît pas en profondeur tant qu'on n'a pas creusé. Mais en tout cas, je dirais même que c'est parfois un peu dangereux d'aller
dans cette dynamique-là quand beaucoup de gens sont tout le temps dans le négatif. Et puis même toi, tu sais, ça te plombe, tu le sens. Voilà, c'est On s'auto-limite en fait, hein, on peut même parler quasiment enfin non, on peut en parler d'auto-sabotage. bah ouais, c'est un peu ça. C'est cette idée de OK, si enfin, tu es la moyenne, c'est un peu le truc qui est connu, tu es la moyenne des 5 personnes, desquelles tu es le plus proche. Bah, j'ai envie de te dire que si tu es entouré de millionnaires, ça va quand même a priori fonctionner un peu plus niveau business que si tu es entouré de personnes qui aiment pas leur boulot, C'est tu vois? ça. A priori, encore une fois, c'est peut-être aussi une croyance et tout, mais il y a rien à faire, c'est un tout. L'être humain, il est global et je dis toujours aux gens, on utilise beaucoup le terme holistique, à tort et peut-être à travers, mais aussi avec raison, je pense, parce qu'on commence à comprendre avec les connaissances qu'on a aujourd'hui que essayer de fragmenter l'humain, d'accord, dans sa globalité, essayer de le fragmenter en petites parties, histoire de régler un peu les mécanismes, ben en fait, ça fonctionne, mais pas des masses, quoi. On se rend de plus en plus compte. Et c'est là où, en fait, je suis d'accord qu'il faut se spécialiser, c'est-à-dire que voilà, pour reprendre un exemple que j'entends beaucoup, c'est bah voilà, tu te fais une fracture de la main, tu vas voir un spécialiste de la main. Tu veux un gâteau au chocolat, tu vas voir le plus grand spécialiste du gâteau au chocolat. Tu vois, tu vas pas aller dans une Ah, boulangerie lambda si tu as le choix. Mais à côté de ça, il faut être capable aussi en tant que professionnel et en tant qu'homme, femme, humain, ok, avec un grand H, de pouvoir se dire, OK, ça, j'ai des connaissances là-dessus, typiquement en nutrition. Je ne me considère pas comme un nutritionniste, mais par contre, je pense qu'on peut aller chercher ça. Et si on voit qu'on va pas assez loin, pouvoir, hop, aller chercher, tu sais, avec cette méthode globale d'accompagnement, se dire, OK, moi j'ai des connaissances là-dedans, mais c'est pas ce qu'il faut encore. Je vais t'envoyer peut-être vers quelqu'un d'autre et un peu déléguer tout ça, tu vois. Et cette approche globale, justement, j'ai envie qu'on en parle parce que je sais que voilà, tu le dis, tu l'as dit en commençant le podcast, tu te considères comme coach sportif, mais pas que. Et pour reprendre une petite phrase qu'on utilise beaucoup, surtout pas que, pas que. exactement. Et donc du coup, pardon, cette identité de coach sportif, je sais elle est un peu mise à rude épreuve, pas forcément de façon négative, mais j'ai envie qu'on en parle un petit peu, tu sais, de cette identité que tu as à travers ça, à quoi elle te sert, mais aussi des fois ce qu'elle t'empêche et pourquoi de faire du coup, et comment tu la développes un peu. En fait, bah déjà, j'aime de moins en moins le terme coach sportif parce qu'en fait, je vais partir dans les clichés, mais pour moi, les clichés, il y a toujours une part de vérité. C'est que quand on dit ouais, t'es coach sportif, c'est ah ouais, tu fais faire des squats, du développé couché aux gens, tu sais, on parle tout de suite en muscles, en mouvement, etc. Alors oui, On te à met ça, dans une case, je suis tout à fait d'accord, ouais. voilà. Alors d'un point de vue business, c'est bien de se définir comme coach sportif parce qu'il y a des gens qui viennent pour ça. Si je dis que je suis coach sportif, nutrition, prépa physique, machin, 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 en fait, je m'y perds et puis les gens savent pas. Donc c'est bien, mais par contre, à travers moi, mon identité perso, j'aime de moins en moins ce terme parce qu'en fait, j'utilise des outils qui ne viennent pas du monde du coaching sportif. Notamment, bah, le premier outil des réflexes archaïques. On va pas rentrer en détail dedans, mais pour faire très simple, c'est comment est-ce qu'on va enlever, supprimer des contraintes, des petits parasites en lien avec le cerveau et les réflexes du corps pour que justement tu puisses mieux bouger, mieux t'exprimer, pour que tu puisses bah, avancer plus vite et plus longtemps. Voilà. J'ai prévu aussi, courant mars, d'aller me former en hypnose à Paris. Donc, tu vois, c'est des outils que j'ajoute dans ma boîte à outils. Et il y en a eu des dizaines d'autres que je suis allé piocher. Et puis, on va pouvoir en parler si tu veux, que je suis allé piocher un petit peu chez les plus grands spécialistes en Europe sur le sujet. Et, euh, et en fait, je le vois comme ça, dans le sens où bah, plus tu as d'outils dans ta boîte à outils, plus tu vas pouvoir accompagner les gens sur les problématiques. Parce qu'en fait, je me suis vite retrouvé frustré de oui, ok, je sors de STAPS, j'accompagne sur le mouvement, sur les muscles, etc. Sauf qu'à un moment donné, je suis tombé sur une problématique et je me suis dit, fais chier, j'ai pas les outils pour pallier à ça. Maintenant, je me forme pour avoir les outils, maintenant ça va mieux. Et à chaque fois, c'est cette répétition-là. Je fais face à une problématique, j'ai pas l'outil et je veux me former pour aller chercher l'outil, pour l'utiliser au sein du coaching sportif. Je dis pas que, je prends un exemple, hein, mais je dis pas que je vais pouvoir faire ton plan nutritionnel. Pas du tout. Je dis juste que bah, j'ai développé des compétences qui, en lien avec le mouvement et le coaching sportif, ajouté à ça, vont te permettre de potentialiser le mouvement et ce que j'amène en séance. Pareil pour les réflexes, pareil pour l'hypnose quand je serai formé, pareil pour le travail articulaire, parce qu'on en parlera si t'as pas
si t'as pas d'espace articulaire, bah, tes mouvements, ils sont pas optimaux et tu pourras moins progresser, enfin, progresser moins vite. Donc, moi, en tant qu'identité, je me vois plutôt comme j'aime bien ce terme, thérapeute de l'humain. Et là, je pense qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais tu peux pas dire ça parce que t'es pas un thérapeute, t'es pas ci, t'es pas ça. Ouais, mais moi, d'un point de vue identitaire, et je l'assume complètement, je suis un thérapeute de l'humain parce que s'il y a une personne qui vient me voir, qui a besoin de mouvement, elle en aura. Si elle a besoin de mouvement, mais qu'elle a pas assez d'outils articulaires, elle va les développer. S'il y a des blocages émotionnels liés à un réflexe en particulier, elle va pouvoir le débloquer. Voilà. Et on peut continuer comme ça pendant longtemps. Je dis pas que je suis compétent sur tous les fronts, c'est pas ce que je dis. Parce que sinon, je ne serais pas spécialiste et je pourrais pas me différencier. Je pourrais pas être spécialiste dans le mouvement et je pourrais pas me différencier. Mais en tout cas, j'ai des cordes à mon arc qui sont identifiées et utilisées en termes d'outils pour le mouvement et pour mon métier de coach sportif qui bah, est reconnu par les autres. Ah ouais, Lohan, c'est le coach sportif, voilà. Ouais, Je sais pas si c'est c'est clair. top. Si, enfin, pour moi, ça l'est. Mais ici, J'espère l'idée, pour les autres aussi. voilà, c'est ça l'idée, c'est de rendre ça digeste et en fait de rendre ça compréhensible. Mais moi, je trouve ça très vrai parce qu'en réalité, encore une fois, je suis dans les mêmes choses que toi. Bon, on n'est pas amis pour rien. Et puis, pour la petite histoire, on se forme en IMP en même temps. C'est Ouais, toujours un petit peu notre excuse pour se voir, soit les c'est séminaires ça. réflexes avec Luc et Marc, ou alors IMP en formation. Enfin bref, en tout cas, voilà, les amitiés sont belles. L'idée ici, c'est que pour un petit peu synthétiser tout ça par rapport à la boîte à outils, etc., et prendre une métaphore qui me parle beaucoup, si dans ta boîte à outils, tu n'as qu'un marteau, tu auras tendance à voir tous les problèmes comme des clous. Exactement, c'est ce que je dis en plus. Et tu vois, donc c'est vraiment ça, c'est cette idée de, ok, mais si tu commences à rajouter un tournevis, tiens, en fait, c'est pas un clou, c'est une vis. Tu vois. Et en fait, tu vas à chaque fois aller chercher, tiens, j'ai une truelle. Ouais, en fait, c'est pas une vis ou un clou, c'est plutôt une brique qu'on va devoir mettre. Et en fait, c'est tout ça, cette non spécialisation à travers le travail global. Mais par contre, je pense qu'effectivement, tu as raison, il faut se spécialiser dans le sens où, et tu t'en rends peut-être pas compte, mais tout ce que tu fais a le même but. C'est-à-dire améliorer ton accompagnement, ça c'est une évidence, mais c'est aussi travailler le mouvement et plus particulièrement l'articulaire. Moi, je dis toujours aux gens, ce qui me parle le plus, c'est l'anxiété et la dépression. Je me spécialise vraiment là-dedans. Ça veut dire quoi se spécialiser? Ça veut dire que je ne suis pas l'expert le plus mondialement reconnu, mais par contre, tout ce que je vais étudier va être tourné vers la gestion de l'anxiété et la dépression. Et c'est là où, encore une fois, quel est le contexte dans lequel vous bossez? C'est-à-dire que je pense que toi et moi, on est capable de faire un plan nutritionnel, mais c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce qu'on recherche parce qu'on n'est pas nutritionniste. Par contre, les réflexes, moi, je vais les utiliser pour aller chercher plutôt, et là, on en rigole souvent ensemble, mais un suivi psycho-émotionnel où vraiment, moi, c'est une gestion des traumas, c'est cet emotional mapping dans le muscle. Quel est le muscle qui est impacté? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on y croit, etc. Moi, j'y crois personnellement, ça me donne des idées et souvent, les intuitions sont pas mal au niveau de la médecine chinoise, tu vois, tout ce qui est acupuncture, etc. Il y a relâchement des émotions à travers ce qu'on va utiliser, le visage, etc., les oreilles. C'est hyper intéressant. Et donc, tout ça, en fait, moi, je tourne vers ça. Là où toi, tu vas aller chercher les réflexes pour plutôt limiter donc enlever les douleurs chroniques ou limiter les douleurs chroniques dans le sens où, ok, j'ai souvent des tensions, tiens, je vais les enlever. On n'est pas ni marabout, ni médecin, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de retravailler le système pour enlever ces contraintes un maximum. Et c'est pour ça que nos réflexes, les réflexes nous ont parlé. Parce qu'encore Ouais. une fois, toi, tu as été plutôt vers le physique et moi, j'ai été plutôt vers l'émotionnel. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début de ça. Le coach sportif qui est hyper biomécanique, qui est un tueur au niveau musculaire, tout va être du musculaire. Le mec va faire un shift, c'est ah ouais, le grand fessier, ta ta ta. Non, parce qu'en fait, tiens, est-ce que son capteur podal est tout à fait OK? Bah non, il a des chaussures de running, c'est compliqué. On enlève, OK, c'est un peu mieux, mais ça shift encore. OK, oh tiens, on va tester les réflexes. Oh, un réflexe de galant, bim, OK. Tiens, ça tourne encore un peu. Oh, il a un problème au niveau des yeux. Allons voir un orthoptiste pour Et en fait, c'est là où je veux en venir. Ouais. C'est là où cette complémentarité et cette curiosité, et j'en ai parlé pas plus tard qu'il y a 2-3 jours avec Pierre Ponchot, où en fait je pense qu'on fait partie ensemble vraiment d'une génération dorée, où en fait maintenant on a la possibilité de se former, etc. Mais il faut aussi, et c'est à la limite ça qui est devenu le plus dur, aller sélectionner ce que tu as envie
pour les bonnes raisons et surtout les bonnes formations qui vont t'aider à un peu level up dans ta pratique. C'est ça. Et ça rejoint totalement. Alors, premièrement, je suis d'accord. Et puis, il faut bien préciser, et tu l'as dit, que nous deux, le, le nerf de la guerre, si je puis dire, ou l'objectif, c'est le mouvement, parce on est dans le mouvement. Moi, je suis Tout coach, à fait. c'est le mouvement. Mais par contre, voilà, quels sont les outils qu'on va utiliser pour arriver au mouvement? Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et deuxième chose, tout ce qu'on vient de dire, c'est en lien avec ce que j'avais dit au début, à savoir le deuxième facteur, pardon, lié à l'environnement, qui est, ok, la personne est dans un bon environnement de façon logistique. Elle est aussi dans un bon environnement que j'ai créé, à savoir l'accueillir, etc. Mais elle va être aussi dans un bon environnement au sein de la séance où, ok, j'ai cette limitation-là. Comment est-ce que la personne en face, en l'occurrence moi, le coach sportif, va faire pour me donner les outils pour pallier à cette problématique? Et là, la personne, d'un point de vue service, d'un point de vue expérience, elle va se sentir accompagnée, elle va se dire, ah ouais, le mec, il est coach sportif, mais il n'a pas pensé que mouvement. Je lui ai expliqué ma problématique. Il a trouvé une autre porte d'entrée. Et là, je me sens mieux sur l'objectif de base. Je me sens mieux d'un point de vue mouvement sur la route pour aller vers l'objectif de base. Et ça fait partie aussi pour moi de l'environnement et du service, parce que tu crées ça. Et comment tu le crées? Tu vas te former, comme ce que tu as dit. On va se former, on développe des outils. Au sein de la séance, la personne présente des problématiques pour telle ou telle chose, hein, peu importe, et elle va se sentir euh, bah, dans un meilleur environnement parce que la personne en face a répondu à sa problématique. Ouais, c'est s'adapter. Je pense que plus je fais de podcasts, et encore une fois, j'avais déjà cette idée en tête, mais plus j'en fais, et plus c'est vraiment le terme qui ressort avec tous les professionnels de santé que j'amène dans ces podcasts où ils disent, en fait, le but, c'est de s'adapter. C'est vraiment ça. C'est plus tu es capable de t'adapter, plus tu vas pouvoir, en fait, utiliser ton énergie non pour te protéger et mettre la sécurité, mais plutôt te tourner vers l'autre et pouvoir encore une fois l'aider. Maintenant, nous, c'est notre idée d'un boulot bien fait. C'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir mettre l'autre dans un environnement, dans des conditions où il peut être totalement optimal sans penser à sa liste de courses, aux problèmes qu'il y a au boulot, etc. Ouais. Parce que ça aussi, c'est ce côté, OK, qu'est-ce que tu veux amener à travers tes coachings? Qu'est-ce que tu veux amener à travers ton accompagnement, quoi, tu vois? Je te pose la question. Moi, je dis souvent aux gens, je me considère pas comme un technicien, même si, encore une fois, j'étudie énormément et j'adore ça, mais je ne suis pas carré. C'est vraiment quelque chose, voilà. Moi, quand les gens y viennent, mon objectif, je le dis toujours, c'est vraiment de dire, OK, quand tu viens, tu dois repartir avec la patate, avec le sourire, avec l'énergie. Et c'est mon seul objectif. Tout le reste, c'est mon job et c'est mon problème de me dire, OK, là, aujourd'hui, cette personne, elle a besoin de quoi? Et là, je vous invite, même si vous êtes très compétent, à ne pas imposer votre point de vue. Vous pouvez avoir une idée, mais allez communiquer avec la personne parce que peut-être qu'il y a un contexte qui est différent d'habitude. J'y prends toujours un exemple assez violent exprès, mais je dis toujours, OK, le mec, il a eu une promotion. Il va être super content parce il a son job de rêve, c'est trop bien, il va tout péter, tu vas pas comprendre, il va PR, ça va être un truc de fou. À côté de ça, le même gars, le jour après, il vient de perdre son chien qu'il connaît depuis 20 ans. Tu vois, on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est évident quand je vous dis ça. Mais par contre, je vous pose la question, est-ce que vous faites en sorte, en tant qu'accompagnant et en tant que personne, hein, même en tant que compagnon de vie, est-ce que vous faites en sorte de poser les bonnes questions aux personnes qui vous entourent pour voir un peu le contexte dans lequel ils sont? Ne présumez jamais, ne supposez jamais. Pour reprendre un certain Jack Reacher, dont je viens de finir la saison 2, petit clin d'œil, les suppositions tuent. Et ça, c'est très vrai. Ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est quelque chose qui est peut-être encore une fois fort, mais qui pour moi est vrai. Ouais, ouais, totalement. C'est marrant parce que je voulais commencer aussi la série, mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Mais ouais, ok, je vois totalement. Et je ne peux que être d'accord pour le coup. Et j'irai même plus loin, c'est que euh, encore hier soir, j'avais un petit groupe en studio, et je sentais que lors de la séance, lors de l'accompagnement, le fait que je leur pose des questions, elles n'étaient pas habituées à ça. Ok, est-ce que tu as aimé cet exercice? Est-ce que tu n'as pas aimé cet exercice? Est-ce que tu es à l'aise sur ce mouvement? Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Est-ce que tu as bien bu? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des douleurs? Des choses comme ça. Et en fait,
elles se sont senties un petit peu gênées, mais pas dans le sens ouais, c'est pas tes affaires, mais dans le sens j'ai pas l'habitude qu'on me pose ces questions. Donc, je suis un petit peu perturbé, mais bah, ces personnes ont quand même apprécié parce que bah, à la fin du cours, moi l'objectif c'est qu'elles repartent mieux que lorsqu'elles sont arrivées, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je pose des questions, peut-être même parfois un peu trop. Je dis à mes clients, ouais, vous me dites si je vous saoule. Quand je pose des questions, ils me disent, ouais, Loan, tu nous saoules. Non, je rigole. Mais, euh, mais je pense ouais, on part trop sur des suppositions. Et en fait, la personne arrive à un grand sourire, etc. Et tu poses deux, trois questions. Tu te rends compte que la personne a commencé à pleurer et qu'il y a ci, il y a ça. Et là, tu crées vraiment le contexte de base dans lequel elle est. Parce que c'est pas un masque. On va pas travailler à travers sur un masque. Moi, je préfère poser les questions, quitte à ce que ça soit un petit peu dérangeant pour la personne. Et si c'est trop dérangeant, la personne me le dit. C'est pour ça que je crée le contexte bienveillance. Mais en tout cas, quand, entre guillemets, ce masque est tombé, là, on connaît le vrai contexte et on va pouvoir bosser à partir de ça. Et en sortant, alors peut-être qu'au début, c'est pas agréable, mais par contre, en sortant de la séance, les personnes, bah, et j'ai pas peur de le dire parce que j'ai pas peur de me mettre en avant. Euh, ah ouais, ok, j'étais dans ce contexte-là, j'ai fait mine d'être dans ce contexte-là. Il a su trouver le réel contexte. Je suis ressorti beaucoup mieux que lorsque je suis rentré. Donc l'expérience était différente et du coup je vais revenir. Et je pense que c'est comme ça que d'une certaine manière tu fidélises la personne, le client. Ouais, Euh, c'est intéressant parce qu'encore une fois, en reprenant un petit peu les contextes, etc., dans quel contexte de vie, professionnel, personnel, etc., on vous demande un petit peu d'être vrai, en fait. Et je pense que ça, c'est dans très peu d'endroits. Et je dis toujours aux gens, et c'est encore une fois, moi j'ai des petites phrases comme ça, un peu punchy, que j'aime bien placer. C'est, tu passes la porte, c'est fini, en fait. Tu fais ce que tu veux, mais ici, t'es vrai, t'es honnête. Envers toi-même et envers les autres, si possible. Et en fait, je me rends compte que le plus dur, c'est d'être honnête envers soi-même. De se dire vraiment, ouais, en fait, ça va pas, quoi. Ça va pas, je suis pas où je veux, ça va pas comme je veux. Mais je n'ai pas trouvé, en tout cas, encore une fois, j'ai 34 ans, on en reparle dans 10 ans, tu vois. Mais j'ai pas trouvé de meilleure façon que d'être honnête envers soi-même. Et c'est là, en fait, tout le travail. C'est, tu vois, à travers les questions que tu poses, à travers ces interrogations que très certainement ces personnes ne se posent jamais, tu les obliges à reconnecter avec une partie d'elles-mêmes où c'est peut-être pas rentable d'aller en fait. Et ça c'est important et je vois beaucoup de femmes, notamment moi c'est quelque chose qui me tuait vraiment. Il y a pas de, à chaque fois ça me détruisait de me dire waouh elles sont déconnectées parce qu'en fait on est dans une société où une femme connectée bah c'est pas rentable en fait. Tellement elles prennent, tu vois, elles prennent sur elles. Et je prends souvent ce truc-là. C'est comme ça qu'avec mon ami Victor, Atlas Studio Coaching, du coup, Victor Segar, on a lancé le mentoring, le bien-être au féminin, qui avait pour but, en fait, d'aider les femmes à se reconnecter avec elles-mêmes à travers notamment leur cycle. Pas que nutrition, respiration, etc. Et on a eu des trucs de fous en fait qui se sont passés. On a eu des changements de boulot. On a eu des femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes, qui tombaient enceintes. On a eu vraiment des mariages. On a eu des choses bien. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais c'est ce côté un peu où c'est ça. Moi, c'est ouais, j'en ai des frissons. Tu vois où je me dis ok, ben au tout début, on était bloqué en se disant ouais, des hommes qui expliquent aux femmes comment leur corps fonctionne. On n'était pas très alignés avec ça. Et puis à un moment, j'ai tourné le truc un peu, tu sais, événement plus réponse égale résultat. J'ai tourné le truc avec Victor et je lui ai dit non, mais en fait, en vrai, on veut pas leur expliquer, on veut leur montrer qu'il y a moyen d'aller mieux. Et là, il m'a dit putain, t'as raison, t'as raison. Et je dis là, dans l'exemple du coach sportif, de l'expert en mouvement, moi, j'avais des dames qui étaient dans leur cycle, et ça aussi, en tant que coach, en tant que professionnel du mouvement, etc., et team bienveillance, une athlète qui est en face de vous et vous savez pas, vous voyez qu'elle performe pas trop, etc., que ça va pas trop, et vous lui demandez pas son cycle, c'est votre responsabilité en fait. Moi, j'ai plein d'athlètes, je leur demande, je dis, t'en es où là de ton cycle? Évidemment, je le crie pas, hein, soyons bien d'accord, Ouais, ouais, on est ça reste de d'accord. la confiance et de l'intime. Et en fait, je suis agréablement surpris parce qu'en fait, elles se disent, waouh, genre ça c'est une question qu'un mec déjà me pose pas et un coach encore moins. Et en fait, je dis, ok, t'en es où? Ben ouais, putain, je suis dans mon deuxième jour. Ah oui, écoute, là, t'es en perte de sang, t'es en perte de fer. Hormonalement, c'est la chute libre. Non, tu sais quoi? On va bouger. Ce que ça dit de bouger. Ouais, on va travailler la technique. Et en fait, c'est à vous, encore une fois, de transformer ce contexte.
non à travers les suppositions, mais à travers les vérités que vous allez créer avec votre client ou la personne qui est en face de vous, ok? À l'instant T, ça c'est important parce que l'instant T, c'est maintenant. Le futur, dans 1 heure à la fin du workout ou à la fin de votre séance ou dans 10 jours, c'est plus du tout la même chose. Donc prenez un peu ce temps de créer cette confiance à travers les résultats, mais aussi à travers le contexte que vous allez créer afin, et tu vois, on retourne un peu sur les mêmes choses, afin d'encore une fois optimiser le potentiel et le bien-être des gens que vous accompagnez, quoi. C'est Ça, ça. c'est pour moi, c'est important. Et ici, tu vois, on a parlé aussi de l'importance des réflexes, mais j'ai envie d'aller un petit peu là-dessus, pas forcément sur ce que ça peut, enfin, si aussi sur ce que ça peut apporter, mais comment t'as fait en fait toi pour te dire ok, je vais aller vers les réflexes parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est ta première formation réflexe au final. Moi c'était pas ma première, mais c'était la première avec Lucas et ça a été bon voilà le coup de foudre amical comme je dis où il y a vraiment des gens, bah, c'est les valeurs similaires et bim Ça. ça match, il y a pas à discuter. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit parce que dis-moi si je me trompe, mais je pense que ça a été un une des premières formations qui a fait que tu es sorti un peu de tout ce qui était articulaire, physique, etc. Je peux me tromper, je ne sais pas. Ouais, totalement, totalement. Et en fait, j'ai pas peur de le dire, je suis très bon pour la remise en question. J'ai toujours euh, fonctionné avec un système où l'articulaire était mis en avant, à savoir que, on ira peut-être un peu plus loin dans le détail après, mais si tes articulations n'ont pas assez d'espace pour bouger, tous les tissus qu'il y a autour ne seront pas stimulés pour réaliser des mouvements de la meilleure façon qui soit, avec une bonne amplitude, pour justement stresser les tissus, pour engendrer euh, une meilleure dépense énergétique si tu veux perdre du poids, pour construire du muscle, etc., etc. Et quand je suis tombé sur l'approche autour des réflexes, je me suis dit, ok, l'articulaire c'est bien d'un point de vue périphérique. Quand je dis périphérique, c'est tout le corps. Le central, c'est le système nerveux, pour ceux qui ne connaissent pas les termes. Je me suis dit, j'ai toujours vu les choses à travers le filtre articulaire, mais si les entrées ne sont pas bonnes, à savoir les entrées sensorielles, les entrées vestibulaires, les entrées auditives, etc., euh, aussi liées au réflexe, hein, liées à des stimulations, si ces entrées ne sont pas bonnes, en fait, tu pourras avancer, mais à quel prix? Ça, c'est une autre question. En fait, tu avanceras avec un frein à main. Et là, j'ai eu cette prise de conscience de me dire, ok, les réflexes sont là pour enlever ce frein à main et ensuite on va pouvoir travailler sur le périphérique. Tant que le système nerveux n'est pas, et on en parlait tout à l'heure, tu vois, tant que le système nerveux n'est pas dans des bonnes conditions pour faire fonctionner le périphérique, tu pourras avancer, mais au lieu de mettre, je sais pas, je fais une bêtise, 30 jours pour arriver à ton objectif, tu mettras le double, 60 jours. Parce que tu auras toujours ces petits parasites, ces petits cailloux dans ta botte qui font que tu avanceras moins vite. Et maintenant, en fait, depuis que je me suis formé à ça, alors déjà, je me suis formé auprès de Lucas Bourguignon, mais pas que, je m'ouvre à d'autres formations. Et vu que Lucas est très bon sur la vulgarisation, tout de suite, j'ai fait les liens. Ok, ce réflexe-là, ah ouais, je comprends pourquoi cette personne elle a cette problématique-là. Ce réflexe-là, je comprends pourquoi si, je comprends pourquoi ça. Et en fait, depuis ce jour-là, j'intègre constamment dans les suivis individualisés, collectivement c'est un peu plus dur, euh, des outils qui permettent d'abord de faire un check-up et voir si les entrées euh, de la personne par rapport au cerveau sont OK, pour ensuite pouvoir travailler sur le côté périphérique par rapport au mouvement, parce que c'est mon leitmotiv de toujours. Donc pour moi, c'est une entrée hyper hyper importante et même, je dirais, non négociable si tu veux amener la personne le plus loin possible par rapport à ce qu'elle veut. Ouais, tu vois, encore une fois, supposition. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui pensent, alors on va parler réflexe, parce qu'encore une fois, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui à l'instant T, mais il y a plein de gens qui supposent que les réflexes sont OK. Et en fait, c'est pas vrai, parce que encore une fois, c'est une supposition. J'ai suivi voilà, je suis intervenu sur une ado autiste Asperger récemment. Ça a été un très bon moment parce qu'en réalité, voilà, l'autisme Asperger, c'est de l'autisme où forcément il y a les difficultés sociales, etc. Souvent un intellect très développé, hein, pour ceux qui savent pas trop, mais socialement c'est complexe. C'est-à-dire que voilà, au niveau de tout ce qui est sensorimoteur, sensorialité, etc., c'est très exacerbé, quoi. C'est-à-dire que on va parler normalement et en fait, elle va prendre ça comme une agression. Et donc, j'ai fait un peu tous les tests réflexes, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était extrêmement énergivore. Mais
la jeune fille, parce que c'était une jeune fille, c'était très fort parce qu'en fait, elle me dit, ok, ben c'est sa maman qui était là avec elle pour discuter parce qu'elle était assez timide. En lui disant bonjour, je lui fais un check parce que je sais, je veux dire, voilà, je connais ce genre de personne et donc ce type de personnalité. Et donc je fais un check, etc. On discute, je la mets un peu à l'aise, etc. On fait le travail des réflexes. Et en fait, on finit et je dis ok, tu vas où? Et elle me dit ah bah ouais, bah, je vais au cours de self-défense, etc. Et c'était fou parce qu'en fait, elle va au cours de self-défense, mais tu sais, j'avais fait le test au niveau du réflexe de protection, tu vois, au niveau oculaire, voir un peu comment les récepteurs géraient. Et en fait, à chaque fois que je faisais un mouvement, alors ici, je peux pas le définir plus que je mettais ma main vers son visage. Donc, si vous avez la caméra, hop, c'était un peu ceci. Bah, peut-être que même en voyant ce que je viens de faire, vous avez reculé, vous avez cligné des yeux. En fait, c'est juste que là, ce que je suis en train de faire, comme vraiment euh, type de votre récepteur le prend beaucoup trop agressivement. Et donc, du coup, il faut imaginer qu'encore une fois, au lieu de le gérer à 2 sur 10, vous gérez peut-être à 12. Et en fait, à la fin, je reteste un peu, ça va mieux. Mais je dis à sa maman, je dis, c'est un truc de fou parce qu'il faut imaginer à quel point elle est forte en compensation, en fait. Tu Ouais, vois, et là, on voit plein de gens comme ça. Notamment, et franchement, je vous admire pour ça, mais les dames, quoi. Les dames, c'est vraiment un truc de fou où elles sont vraiment capables de surcompenser non-stop. Et après, elles se demandent, tu sais, on parle de charge mentale et tout, qui n'est pas que féminin, mais voilà, on en parle beaucoup. Ben moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Et la petite victoire à la fin, enfin, il y en a deux. La première, c'est que sa maman m'a dit, waouh, genre, je l'ai jamais vu aussi décontracté, parce qu'en fait, on avait fait appel à sa sensorialité et on avait réussi. En tout cas, c'était l'objectif à, tu sais, à lui faire boire un peu d'eau, de lui donner un petit peu, faire le cha-cha-cha au niveau des récepteurs podales, tu vois, et toutes ces choses-là où en fait, c'était beaucoup moins agressif. Le monde était d'un coup moins agressif. Donc ça, c'est la première victoire. Et la deuxième, c'est que sans s'en rendre compte, en me disant au revoir, elle m'a fait la bise. Et donc en fait, là, sa mère m'a dit, ben, ça n'arrive jamais, je comprends pas. Et je dis, ben voilà, moi je prends la victoire en fait. C'est-à-dire que pour elle, on était rentré dans un système de travail, de connexion, de relations ensemble, où en fait c'était rentable de venir me faire la bise en disant au revoir, parce qu'en fait, c'était un peu, moi je l'ai pris comme ça, c'était un peu sa façon de me remercier, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je veux dire à travers cette expérience? C'est que les réflexes, et on va pas aller sur du truc technique, etc. C'est pas le but. Mais si vous, dans votre vie, encore une fois, tous les jours, vous êtes tout le temps en train de prendre des choses, et vous êtes tout le temps en train de compenser, et vous vous sentez tout le temps fatigué, épuisé, etc., ça vaut franchement la peine, je pense, d'aller regarder de ce point de vue-là. Et encore une fois, ben, c'est comme Lucas dirait, il y a plein de gens qui disent, ok, on fait une séance et puis on fait pas de suivi. Ben non, c'est un peu comme le vélo où c'est un peu comme avoir une pierre dans sa chaussure. Donc, pour l'exemple du vélo, c'est plus on va pratiquer et plus on va être bon, on va pouvoir enlever les petits trous, on va pouvoir faire du vélo de course, etc. Et l'autre exemple qui est la pierre dans la chaussure, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, qui font des ultramarathons avec une pierre dans la chaussure. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est optimal? Mon avis, c'est que non. Voilà. ouais. Et je reprends ton exemple aussi de la femme qui avait Asperger là, de la fille, de la femme. Ouais, c'est fille. Et en fait, tu lui as enlevé entre guillemets des compensations qui fait que le monde était moins agressif. Je reprends tes termes. Mais par contre, derrière, effectivement, il faut savoir accompagner la personne parce que si ça se trouve, les dangers qui avant étaient très très perceptibles autour d'elle, certains ne seront plus visibles, elle ne les percevra pas, et là ça peut être quelque chose de dangereux. Je prends un exemple très 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 extrême. Si, avant de traverser la route, tu prends 6 fois à regarder à droite et à gauche, bah tu sais que t'en as 4 en trop. T'as regardé une fois à droite, une fois à gauche, on peut y aller s'il y a personne. Mais les 4 autres, t'as dépensé de l'énergie pour rien parce que t'as fait 4 autres mouvements de tête pour regarder à droite et à gauche. Donc ça, imaginons que c'est le contexte dans lequel elle est quand elle a des compensations des réflexes. Mais imaginons que tu travailles sur ses réflexes, etc., t'enlèves les compensations, et qu'elle arrive au bord de la route et qu'elle traverse direct. En fait, elle n'aura pas pris le temps de regarder à droite et à gauche parce que elle sera tellement dans un contexte où euh, on a levé des compensations, il n'y a plus de danger, que elle pensera qu'il y aura plus de danger, entre guillemets, hein. Je caricature, c'est très imagé, qu'elle va traverser et que potentiellement elle va se faire taper par une voiture. Donc c'est pour ça que c'est bien de réduire des contraintes de la personne et puis des petits parasites nerveux. Mais par contre, faut savoir les armer, ces personnes-là, de façon efficiente pour qu'elles puissent
dépenser de l'énergie quotidiennement dans des tâches qui sont utiles. Voilà. C'est beau quand même. Merci beaucoup pour ça parce que tu as raison. C'est-à-dire qu'on veut vraiment les empêcher d'utiliser trop d'énergie. Mais par contre, le but n'est pas de rendre zéro énergie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut Ouais, quand même, comme tu dis, il faut quand même tourner la tête. un peu C'est une ouvert. belle précision. Ouais, non, mais je te remercie. C'est top comme précision parce que tu as raison. Et en fait, encore une fois, c'est devenu rentable pour elle parce que, bah, forcément, tu sais, c'est un poids en moins sur ses épaules. Mais par contre, encore une fois, est-ce que tout était réglé? Non. Non, mais il y a eu un changement et dans ce cas-là, il y a eu un mieux. Des fois, et c'est vrai, on fait des réflexes archaïques, c'est déjà arrivé, ça stresse beaucoup de gens au début, c'est oh là là, c'est pire qu'avant. Mais c'est positif, il y a eu un changement. Ça veut juste dire que comme tu as travaillé, il y a eu justement toutes ces compensations qui ont peut-être un peu lâché. Et là, c'est aussi l'importance de l'accompagnement. Moi, je sais que je fais des séances un peu plus longues que qu'entre guillemets ce qui est fait en général, mais c'est parce qu'encore une fois, je prends le temps de faire un protocole où je dis aux gens, bah voilà, ça, intégrez-le dans ces habitudes-là, faites-le, parce qu'encore une fois, on peut en parler pendant 2 heures et c'est pas le but, mais quand tu donnes, enfin, le nombre de gens qui disent, il y a pas eu de résultat après, ok, t'as bossé combien de temps? Ah bah je l'ai pas fait. Ou ah bah une fois par semaine. Mais une fois par semaine, 5 minutes sur une semaine. Enfin, il y a un moment où trust the process, tu vois, et c'est vers ça un peu que j'ai envie d'aller. Il faut croire en ce qu'on fait, et surtout, encore une fois, il vaut mieux que ce soit fait que parfait, et régularité avant perfection. Et ça, c'est aussi beaucoup de gens tu sais, se mettent un peu des contraintes un peu gratuites, quoi, en se disant non, mais je ne sais pas faire ça pendant 3 minutes, du coup, je ne vais pas le faire pendant 30 secondes ou 1 minute. Non, fais-le. Moins, c'est mieux que rien, tu vois. Donc, enfin, qu'est-ce que tu penses un peu de, tu sais, ce trust the process à travers bah, ici, on parle du prisme des réflexes, mais aussi de l'évolution constante à travers, tu vois, cet entraînement, ces apprentissages constants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah ça, j'ai envie de te dire que c'est 100% de la responsabilité de l'accompagnant et du coach. Pourquoi? Parce qu'en fait, si une personne, pour moi, ne n'est pas dans cette optique de trust the process, comme tu dis, à faire les petits exercices à la maison, c'est qu'elle n'a pas suffisamment perçu en quoi la solution que tu lui as donnée va changer sa vie. Changer sa vie, je mets des guillemets, d'accord? On n'est pas là pour changer des vies du tout au tout, mais tant qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience de si tu ne fais pas ça, tu vas avoir ça, mais par contre, si tu fais ça, on va arriver à ça, et ensuite on va pouvoir accéder à ce que tu voulais de base, parce que les personnes, quand elles viennent nous voir, elles ont des objectifs qui sont, euh, je vais pas dire inatteignables, mais qui sont assez lointains, enfin, Compliqué, complexe, ouais. ouais, qu'il faut un certain temps pour atteindre. Moi, je pense que c'est de notre sort et on est 100% responsable, nous, de ça, parce que les gens, nous, on est dans ce monde-là, on sait combien de temps ça prend pour développer un bas du corps en fonction d'une fréquence d'entraînement. On connaît les facteurs et puis les caractéristiques à mettre en place dans notre quotidien pour améliorer notre santé, mais les personnes qui viennent nous voir, elles ont aucune idée de ça. Et c'est à nous de faire en sorte de mettre le point euh, sur la prise de conscience de si tu ne fais pas ça, ça va revenir. Ou si tu fais ça, ben on va pouvoir accéder à ce que tu voulais et passer à la suite. Et en fait, je pense que les coachs sportifs et les accompagnants sont 100% responsables de ça parce que les personnes ne connaissent pas, ne savent pas quelle fréquence, quoi, pourquoi, etc. Voilà. Je challenge un peu là pour le coup, mais est-ce que tu penses pas que... Alors, je pense comme toi que les coachs sportifs, les accompagnants, etc., sont très responsables. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité de rendre rentable à travers la création d'objectifs avec lequel, encore une fois, ne supposez pas créer le contexte, créer la vraie victoire, atteignable, important aussi, parce que ça, tu l'as dit, des gens qui ont des attentes phénoménales, tu sais, prendre 20 kilos de masse musculaire sèche en un mois, enfin, il y a un moment, Ouais. voilà, nous, on sait que c'est déconné, mais voilà, on sait parce qu'on a vécu et qu'on a l'expérience et les connaissances. Bref. Mais est-ce que tu penses pas, parce que ça c'est quelque chose qui m'est cher, que les gens doivent devenir un peu les acteurs principaux de leur propre vie et que du coup c'est aussi à eux de se dire ok, il y a un moment où si je veux ça, je dois mettre la forme, mais enfin on vit quand même dans une société de consommation où maintenant c'est beaucoup plus rentable de prendre un anti-inflammatoire que de manger anti-inflammatoire. Tu vois un peu Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu, je dis pas que tu as tort, hein, parce que pour Non, moi non. c'est aussi, on est d'accord avec le fait que voilà l'accompagnant doit se montrer, doit valoriser tout ça. Mais est-ce que tu penses pas que justement le système étant un peu malade là-dessus, c'est-à-dire aller chercher cette pilule magique, est-ce que tu penses pas aussi que c'est un travail de conscientisation de la personne? Alors, pour imager un petit peu, euh,
je reprends ce que j'avais dit, à savoir d'abord faire conscientiser à la personne en quoi ça va améliorer sa vie si elle fait telle ou telle chose. Ça, c'est ouvrir la porte. La personne va rentrer. Mais par contre, derrière, ça va être à elle d'explorer la pièce. Et effectivement, ça va être à elle, d'une certaine façon, d'être disciplinée, même si le terme est un peu fort, pour justement être acteur, entre guillemets, de sa vie puis des résultats qu'elle veut. De toute façon, on l'a dit dans un de mes podcasts qui s'appelle La discussion dans le tout premier, que si la personne elle n'est pas acteur de son bien-être, si je puis dire, bah, elle avancera pas. Tant qu'il n'y a pas ce côté proactif, elle n'avancera pas. Ou du moins, elle avancera très très lentement si ce côté-là n'est pas là. Donc moi, je dirais, il y a d'abord cette prise de conscience de, t'as vu, je te présente la pièce, je te présente l'appartement. Maintenant, à toi de faire le tour du propriétaire et d'aller dans les pièces que tu veux en fonction de l'objectif. Par exemple, je te dis une bêtise, on reprend ton exemple, j'aimerais développer ma masse musculaire. Ok, on va aller dans cette pièce-là, mais tu y vas tout seul. Voilà. Moi, je t'ai donné les outils, je t'ai ouvert la porte, tu y vas tout seul. Moi, je le vois un peu comme ça. Je travaille pas pour Stéphane Plaza, hein, pour ceux qui se demandent. C'est la petite blague. Mais voilà, Non, mais j'aime bien imaginer, moi, en tout cas. J'aime bien imaginer les choses et je pense que c'est compréhensible. je pense que c'est ouais, exactement, ça les rend beaucoup plus palpables et puis, moi j'aime bien aussi, hein, les images, les métaphores, les comparaisons, j'adore ça et c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi, voilà, une chose qui est importante, c'est l'autonomisation, quoi. Moi, j'ai beaucoup de gens quand j'en discute, voilà, qui me recommandent parce qu'ils ont compris des grands principes. Alors, je dis toujours aux gens, bah, c'est la phrase un peu facile, mais c'est la phrase qui résume tout. C'est, «Donne un poisson à quelqu'un, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie». Maintenant, c'est comme je dis aux gens, j'essaye de vous apprendre à pêcher, mais peut-être qu'à un moment, vous voulez pêcher du thon et qu'après, vous voulez pêcher le brochet. C'est pas la même technique. Et c'est là, en fait, où tu te dis, OK, le contexte, encore une fois, cette autonomie, mais à travers quel but? Parce que peut-être que dans un premier temps, on va suivre quelqu'un en 2020, cette personne veut juste perdre du poids. Puis en 2021, elle va vouloir prendre de la masse musculaire. En 2022, elle va vouloir agir sur son bien-être global et peut-être changer totalement de vie. En 2024, elle va vouloir gravir le Mont Blanc. On n'est pas du tout sur le même contexte ni les mêmes objectifs. Et c'est là aussi, encore une fois, où c'est super intéressant d'autonomiser parce que cette personne va un peu aller pêcher à gauche, à droite, tester ses techniques, etc. Et encore une fois, on n'est pas. Moi, je me considère pas comme un sachant, dans le sens où il y a plein de sujets, je m'en rends compte, où je me considère pas du tout comme un expert ou quelqu'un de spécialisé. Et puis j'ai des discussions où je me dis, tiens, lui, c'est un expert et je comprends. Ça veut pas dire que je maîtrise, parce qu'il y a une différence entre comprendre et maîtriser, tu Ouais, vois. Pour moi, la maîtrise, c'est l'histoire d'une vie, quoi. Mais c'est important aussi de pouvoir se remettre un peu en question là-dessus, de se dire, OK, ça m'intéresse, donc j'assimile, tu vois. Je vais prendre des connaissances parce que ça m'est utile. Mais aussi, encore une fois, dans le contexte de la personne, tiens, qu'est-ce que, de ce que je sais, je vais lui donner pour aller chercher ce contexte. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, je veux dire, si tu as 100% de connaissances, tu peux aller très bien aller chercher peut-être 20% ou même 10%, j'ai envie de dire, que tu vas lui donner. Et lui, il va en retenir 2%, mais ça suffira pour son contexte à lui, tu vois. Donc, vraiment, ce côté trust the process, je suis totalement d'accord avec toi, et notamment l'autonomisation qui, pour moi, est hyper importante. c'est ça. Et j'ajouterais même à ça, je reprends mon image de j'ouvre la porte et tu explores. Mais par contre, si dans l'appartement il y a trop de pièces et que c'est un palace, la personne va risque de se perdre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on dit à la personne, faut que tu fasses ça, 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 elle va totalement se perdre. Et en plus, on s'éloigne un petit peu de cet aspect contextuel parce que moi, je préfère prendre une ou deux choses mais bosser dessus plutôt que de prendre 10 et de faire un petit peu par-ci par-là. Voilà. Je le vois comme Prendre ça. trop de choses, c'est faire tout à moitié. Donc, parce qu'en plus, il faut savoir que nous sommes dans une société où tout le monde est à 100 à l'heure. Il y a certaines personnes, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont pas du tout dans le monde du sport, du mouvement, qui découvrent tout ça. Donc en fait, si on passe de zéro à tu dois faire tout ça, mais les personnes elles vont lâcher d'entrée de jeu. Mais par contre, si on passe de zéro à tu prends 5 minutes pour faire les deux petits exercices que je t'ai dit, mais par contre, je veux que ça soit fait tous les jours. Voilà. Puis après, tu travailles comme tu veux avec la personne pour qu'elle le fasse. Mais je préfère faire comme ça que trop donner. Je pense qu'encore une fois, selon mon expérience, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est rendre les petites habitudes en fait faciles. Et quand ça devient facile, on se pose plus la question.
Enfin, moi, je me rends bien compte, par exemple, j'ai toujours eu des frictions pour quitter de la maison, parce que je suis quelqu'un qui adore travailler à la maison et tout ça. Mais par contre, une fois que je suis dans la voiture, il n'y a plus de questions, en fait. Donc, le plus dur, c'est vraiment de se dire, OK, à cette heure-là, je vais dans la voiture, point. Et là, tu te poses plus la question. C'est comme le gars qui a du mal à aller chercher son run tous les matins, par exemple. Ben, essaye de limiter la difficulté, c'est-à-dire peut-être bêtement préparer tes affaires le jour avant. Et en fait, encore une fois, adaptabilité. Est-ce que tu es capable de t'adapter à la personne et au contexte qui est en face de toi pour le faire aller le plus facilement possible vers son objectif que, j'insiste encore une fois, tu ne supposes pas, tu as clairement défini avec l'autre. C'est ça. Parce que j'ai eu des suivis aussi, et ça a dû t'arriver, où tu sais, des gens sont un peu, et je pense que c'est peut-être inconscient, mais en même temps volontaire, tu vois, donc il y a un petit paradoxe là-dedans, qui est je veux maigrir. Et tu dis, OK, de combien de kilos? Ah, je sais pas, je te dirai quand c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'encore une fois, ce n'est jamais assez. Et en fait, j'explique aux gens, je dis, voilà, j'ai vraiment une personne en tête, où en fait, cette personne, on était parti sur un an de suivi, tout ça. Et en fait, le jour avant, elle me fait un mail, mais comme ça, tu vois, vraiment la taille de mon bras, pour me dire que sa fille a des problèmes. Et en fait, elle ne fait que me parler de sa fille en disant, voilà, je dois m'occuper d'elle. Et en fait, je lui ai renvoyé un mail en disant, OK, c'est ton contexte, mais par contre, comprends bien que, et là, ça va faire une belle transition, si tu ne penses pas à toi en première, tu vois, si tu ne règles pas tes problèmes à toi, donc si tu n'as pas un peu cette sorte d'égoïsme altruiste, tu vois, de penser à toi d'abord pour pouvoir prendre soin des autres, ça va être compliqué. Et ça, j'en vois beaucoup, tu sais, qui ont ce syndrome du sauveur, et je jette pas la pierre parce que je l'ai eu et je l'ai encore, donc c'est quelque chose que je soigne, entre guillemets. C'est ce côté un peu où, ok, tu vas regarder les autres, tu vas mettre 100% de ton énergie, ou 90%, 90% pour nos amis français, de ton énergie dans le fait d'aider les autres, mais tu t'oublies, mais c'est aussi une façon rentable de ne pas gérer tes problèmes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu, tu vois, cet égoïsme altruiste comme ça? Euh, Bah en fait, je me rends compte que plus je suis égoïste d'une certaine façon, mieux j'accompagne les personnes derrière. Je dis toujours remplir sa carafe d'eau afin de remplir les verres des autres. Et mais je crois que je crois qu'on nous avait déjà parlé, sûrement, parce que j'ai l'impression de me répéter. Mais tu vois, depuis un an, j'ai pris conscience qu'il fallait que je règle des traumas personnels et c'est ce que j'ai fait. J'ai consulté des psys, j'ai pas peur de le dire, une psy pardon. Je me suis fait accompagner sur le plan sportif par d'autres gens, etc. Je suis allé me former, je continue d'aller me former. J'ai prévu cette année de faire au moins 4 formations tout au long de l'année. Et je suis d'une certaine façon égoïste dans le sens où je vais me former, c'est-à-dire que je prends du temps pour moi, j'oublie un peu les autres. Euh, justement, je prends le temps d'aller chercher des outils pour justement, lorsque les personnes viennent me voir derrière, de mieux les accompagner. Et même d'une certaine manière, parce que là on parle beaucoup du monde du sport, du mouvement, c'est important, et je l'ai pris conscience que récemment, c'est-à-dire il y a moins d'un an, que prendre du temps pour soi, bah, des fois, en fait, c'est la meilleure chose à faire. Se poser, lire un livre, poser son téléphone et aller nager pendant 2 heures. Tu vois, des choses comme ça. Et quand tu sors de là, bah, t'es beaucoup mieux parce que t'as pris du temps pour toi. Et ensuite, tu peux donner de façon plus efficace ton énergie pour les autres. Parce que si t'es tout le temps à donner ton énergie pour les autres, mais que toi, t'es pas bien, ça va être compliqué. Pour prendre un petit exemple, euh, qui est plus parlant, on donne des séminaires avec Lucas. Pendant 8 heures par jour, même un peu plus, on est avec des gens. Moi, je suis content d'avoir ma chambre d'hôtel où je suis tout seul le soir et le lendemain matin pour souffler un petit peu et puis penser à moi, faire de l'exercice tout seul, de la respiration, lire, faire de l'ordinateur, n'importe, tu vois. Mais j'ai besoin de ces moments-là, tu vois. Et oui, c'est cool l'humain et puis c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Mais par contre, faire des pauses et puis penser à soi, c'est important parce que sinon tu te crames, je pense. Là, je pense que tu as raison, encore une fois, reculer pour mieux sauter. Si toi, t'as pas essayé Enfin, première fois que j'ai eu cette discussion où j'ai vraiment conscientisé le truc, c'était avec mon épouse où je lui ai dit, écoute, je peux pas prendre soin de toi si moi, ça va pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, tu sais, on a eu toutes ces discussions où, en fait, il y a eu, encore une fois, une supposition, tu vois, c'est un peu le mot aussi aujourd'hui, c'est de sa part où, quand j'avais besoin d'être seul, elle supposait que je n'avais pas envie d'être avec elle. Mais tu vois à quel point la perception peut être Ouais, problématique. c'est ça. Et en fait, Exactement. là, tu vois, pareil, je suis sûr qu'il y a des gens, quand t'as dit, ouais, voilà, on voit des gens pendant 8 heures, mais j'ai besoin d'être seul, je suis sûr qu'il y a des gens qui, plutôt que d'entendre Lohan a besoin de se retrouver avec lui-même
pour donner 100% de lui-même avec les autres. Il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, il a pas envie de voir les gens, quoi. Voilà. Tu vois, à quel point les suppositions peuvent tronquer ta perception et donc totalement ton monde environnant, quoi. Alors que, je veux dire, c'est pas ce que tu as dit, soyons bien d'accord, quoi. Bien sûr, et je pensais comme ça avant. Je pensais comme ça avant, et je le prenais pour moi, parce que voilà, j'ai aussi des traumas à gérer qui sont liés à l'abandon, les trucs comme ça. Et encore une fois, j'ai pas peur d'en parler. Et mais je l'interprétais comme ça. Ouais, des fois ça revient un petit peu encore, où je le prends pour moi, mais le travail que je fais notamment avec la psy m'a aidé sur ça, à me dire que en fait non, tu dois te mettre au centre du projet, de ta vie, pour ensuite mieux distribuer aux autres. Et les autres, c'est pareil, ils doivent faire le même schéma si ils veulent perdurer dans le temps, s'ils veulent être, on va reprendre le terme de Lucas, s'ils veulent être écologiques dans leur vie, à savoir avoir plus de ressources que de contraintes. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder, et je me suis moi-même perçu à être de ce côté-là. Maintenant, je tends à être de l'autre côté. C'est, c'est super et tu vois, c'est typiquement le genre de choses que je veux vraiment que les gens du podcast entendent. Je suis dans un univers de santé, de mouvement, de sport. Donc j'accueille forcément beaucoup de personnes de cet univers-là. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, voilà, si vous êtes en train d'écouter encore ce podcast, ben vous êtes typiquement dans le genre de personnes qu'on veut atteindre. On est à plus d'une heure de podcast. Et moi, c'est ce que je dis aussi, c'est ce côté, si t'as pas la patience en fait et l'envie de t'investir à ce point-là dans une discussion, en fait, est-ce que tu as vraiment envie de changer les choses? C'est la question. C'est pas une vérité, d'accord? C'est moi, ma perception. C'est-à-dire que je me rends bien compte que des fois, je lis des choses et je me dis, non, je suis pas prêt, ou non, j'ai pas envie de m'investir dans ce truc-là à ce moment-là. Typiquement, l'hypnose, ça me fascine, mais j'en ai parlé notamment avec toi et Lucas en disant, voilà, j'ai vraiment envie, mais voilà, je commence le centre de l'Hormèse en septembre, je suis en train de me préparer un peu là-dessus à travers le travail de bain froid, la respiration. On a chacun nos batailles pour mener nos guerres aussi, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment où, des fois, trop de fronts en même temps, c'est gagner aucune bataille, encore une fois. Ouais. Donc, voilà, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a juste des choix qu'on assume et qu'on n'assume pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui est propre pour moi. Et j'ai vraiment envie de dire, tout ça, c'est important de le prendre en compte, en fait. Tout ce qu'on vient de dire maintenant par rapport au contexte, par rapport à tout ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Et je veux vraiment que les gens puissent entendre ça en se disant, OK, c'est marrant parce que, encore une fois, par rapport au sujet là dont on parle, c'est-à-dire penser à moi de temps en temps, la vie, c'est un marathon et pas un sprint. Alors, si vous considérez votre vie comme un sprint, il n'y a pas de problème. Mais un sprint, ça dure pas 60, 80, 90 ans, ça dure pas ce temps-là. Donc, c'est à vous aussi de voir ce que vous voulez faire de votre vie et devenez quelqu'un qui va chercher des et si je faisais ça plutôt que des oui mais il y a ça qui m'en empêche. Ça, c'est vraiment important pour moi, à travers tout ce qu'on raconte ici, de donner des possibilités aux gens de remettre ça en question. Et encore une fois, on va pas se faire plus saint que le pape, comme je dis. On va pas commencer à faire les gens les sachants, les gens qui connaissent tout. C'est pas le but. Non. Mais voilà, à notre humble niveau, je pense qu'on a quand même cassé énormément de croyances limitantes et qu'on s'est donné les possibilités, qu'on a pris des risques. On a quitté des CDI, on s'est mis en danger professionnellement, on est parti faire des choses que tout le monde nous disait de pas faire et au final tout le monde nous demande maintenant comment vous avez fait. Et c'est pas ce côté, tu vois, comme tu dis, c'est pas ce côté se mettre en avant, c'est ce côté, et encore une fois, c'est ce qui m'importe dans ce podcast, remettre les choses en question, refuser le statu quo. C'est ça. C'est ça. Et je vais rebondir là-dessus d'une façon un peu plus, on va dire, personnelle. Euh, c'est que là, quand certaines personnes vont écouter le podcast, elles vont se dire, OK, j'ai l'impression que ces deux mecs-là, ils font tout parfaitement bien, que c'est tout OK, et en fait, pas du tout. L'impression, le mot est juste, Voilà. que l'impression. J'ai que l'impression. Et c'est là où on veut faire réfléchir aussi les auditeurs, c'est que on parlait d'impression tout à l'heure, mais même à travers l'écoute là, on peut se dire ouais, ils font les choses parfaitement bien, mais non, moi je suis toujours dans cette. En fait, je dis souvent que je cherche pas à être parfait, mais je cherche à progresser. Et je sais que j'ai des défauts, j'en ai conscience. Mais par contre, je vais faire en sorte de jouer plutôt sur mes qualités que sur mes défauts. Parce que si tu cherches tout le temps à essayer d'améliorer tes défauts et quitte à prendre plus de temps pour ça, plutôt que de jouer sur tes qualités sur lesquelles tu es très très bon,
en fait, tu disperses un petit peu ton énergie. Il y a des choses sur lesquelles je suis très très mauvais et je l'assume. Mais par contre, je les mets entre guillemets un petit peu de côté pour jouer sur mes qualités et pour qu'on puisse tout simplement trouver une très bonne relation avec les personnes avec qui je travaille et pour qu'on arrive à ce qu'on veut. Et, euh, et pour reprendre un petit peu tes mots, quand tu disais on a quitté des salariés, etc., bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'étais dans un cocon confortable dans lequel j'étais salarié, dans une salle d'escalade. J'ai tout quitté du jour au lendemain pour vivre pleinement de mon activité. Et en fait, j'ai osé. J'ai osé, et ça fait peut-être un petit peu phrase de développement personnel à la con, mais moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit qui ose gagne, parce qu'à chaque fois que j'ose quelque chose, que ça soit positif ou négatif, t'as toujours quelque chose à ressortir pour avancer et sortir du statu quo, exactement comme ce que tu disais. Et, et en fait, en réfléchissant comme ça, en prenant l'initiative en étant, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est responsable de qui tu es et qui tu veux devenir, bah, les choses derrière vont venir à toi. Et c'est là où on fait le lien avec les réflexes archaïques, où certains réflexes sont intéressants, parce que il y a des personnes qui veulent tendre vers ça, inconsciemment ou consciemment, mais qui ont trop de blocage émotionnel pour justement être 100% responsables et aller vers un environnement dans lequel ils se sentent pleinement épanouis. Et c'est là aussi où les réflexes archaïques m'ont beaucoup parlé, parce que moi j'ai pris ma claque professionnelle mais aussi émotionnelle quand je suis allé me former, où justement avant j'avais beaucoup de mal à parler devant des gens. Enfin, ça me demandait beaucoup plus d'énergie qu'avant. Aller parler à une super belle fille, c'était très compliqué. Euh, toutes ces choses qui étaient liées à la communication étaient très compliquées. Maintenant, c'est peanuts, tu vois. C'est peanuts parce que j'ai levé des contraintes. On a ouvert la porte. Moi, derrière, j'ai exploré l'appartement. J'ai pris ce que j'avais à prendre en fonction de mes qualités et j'en suis là où je suis actuellement. Et je suis très fier de moi et je suis très content de le dire en podcast. Et, mais il faut savoir aussi que il y a eu, il y aura toujours, il y en a actuellement des embûches, des obstacles. Mais sinon, ça serait pas marrant, tu vois, ça serait pas marrant. Faut le dire. Ouais, pour reprendre le titre d'un bouquin bien connu de Ryan Holiday, Obstacle is the way. L'obstacle est le chemin. C'est un peu ça. C'est C'est- carrément ça. C'est parce que c'est par ça qu'on est obligé d'évoluer. Et puis encore une fois, on doit en fait, on doit avancer parce que on est dans un monde qui avance constamment, qui va tellement vite. Encore une fois aussi, à tort ou à raison. Hein, c'est pas sur ça, c'est pas le sujet. Ouais. Mais par contre, je dis toujours aux gens, pour moi, stagner dans le monde dans lequel on est, c'est déjà reculer en fait. Tellement tout avance vite, tu vois. Donc Notre ça, mission- voilà, pour moi, c'est important. Ouais, c'est ça. Notre mission, c'est d'outiller les personnes pour qu'elles ne stagnent plus. C'est exactement ça. Exactement, très très bien dit. C'est ça. Avant d'entamer du coup la dernière partie du podcast, est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder qu'on n'a pas abordé? Écoute, pour être honnête, on a fait un bon tour déjà d'horizon. Je sais pas toi si tu voulais aborder autre chose. Mais en tout cas, Non, ici, moi, de toute façon, la dernière partie est faite pour justement pouvoir repartir un petit peu. C'est des questions un peu ouvertes. ok. On dit souvent la dernière partie en rapid fire. Moi, je dis en slow fire, un peu pour rigoler, tu vois, parce que ça reste des questions ouvertes. Mais voilà, donc, à mon avis, on va plutôt partir sur ça. OK pour toi? Ouais. Super. Alors, ici, c'est une question qui me tient à chaque fois, je le dis, mais particulièrement à cœur. Peux-tu me donner un livre, une œuvre, un podcast que tu conseillerais et pourquoi? Euh, je suis en train de, parce en fait, je regarde là parce que j'ai tous mes livres et je vais prendre, je pense, le tout premier livre de développement personnel de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé. Très fort, ouais. Et en fait, ça a été mon tout premier livre, entre guillemets, de développement perso qui explique que, pour résumer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un marathon et non un sprint, et les petits efforts, les petites habitudes que tu fais régulièrement se transforment en quelque chose d'exponentiel dans le temps, qui fait que tu arrives à tes fins, peu importe le domaine, que ce soit un domaine sportif, que ce soit un domaine social, financier, toutes ces choses-là. Et c'est un bouquin qui est très facile à lire, qui est super accessible à tous. Donc voilà, je conseillerais ce livre-là très simplement. Ouais, c'est top, hein, la puissance, la grandeur des petits débuts. C'est un peu ça, tu Ah, sais, le merci. 0,1%, tu sais, qui améliore. J'aime beaucoup, c'est un sujet qui me fascine aussi, ça. Donc merci pour ce partage. Y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Bien sûr, je l'ai dit il y a 2 minutes, qui ose gagne. C'est une Je m'y citation attendais. il me semble que c'est des Navy Seals américains. Et en fait, je me suis dit, ok, très simplement, comment tu peux mettre ça en place dans ta vie? Bah écoute,
dès qu'il y a un petit obstacle, dès qu'il y a quelque chose, ose quelque chose que tu n'aurais pas tenté avant. Et si c'est négatif ou positif, qu'est-ce qui en ressort et comment tu vas l'utiliser derrière? C'est aussi simple que ça. Ouais, Et, et tu c'est vois, top. je te prends un exemple. Je voulais me former dans un organisme de formation à Paris dans une semaine. Ils m'ont dit que la formation n'était pas, euh, euh, comment dire, ils vont annuler la formation parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et j'ai appelé la personne responsable, responsable et je lui ai dit, bah, quitte à payer plus cher, je suis prêt à venir tout seul pour me former et même voir comment est-ce que vous travaillez en cabinet, etc. Malheureusement, ça ne se fera pas pour diverses raisons, mais au moins j'ai osé et bah, j'ai pas de regrets, tu vois. Ouais, ça me fait penser à une formation qui était fragmentée en 8. Et en fait, moi, je trouvais ça fascinant. Du coup, je me suis dit, bah, je vais appeler la personne et je vais lui demander qu'est-ce qui se passe si je prends les 8. Ouais, Et ouais, en fait, la personne était, bah, c'est-à-dire que, et je dis non, non, mais voilà, tu me fais un pourcentage. Moi, ça veut dire qu'on travaille pendant au minimum 6 mois ensemble. Et en fait, bah, comme tu dis, quoi, qui ose gagne, parce qu'au final, j'ai eu un bon pourcentage et la personne m'a remercié. J'ai été bien formé. Et, tu sais, ça crée une relation aussi un peu particulière avec la personne. Il y a rien à faire. Et en fait, cette personne m'a remercié aussi en me disant, tiens, c'est marrant parce que du coup, maintenant, je vends en fait ce type de formation. Parce qu'effectivement, les gens, en fait, quand tu fais du bon travail et qu'ils considèrent qu'ils ont envie de travailler avec toi, bah, si tu donnes des opportunités, il y en a quand même pas mal qui saisissent. Donc, encore une fois, qui ose gagne. J'aime beaucoup. c'est ça. Tu vois, même pour reprendre mon exemple, bah, ça s'est pas fait, je peux pas y aller pour diverses raisons, mais par contre, la personne, elle m'a dit, bah, j'aimerais bien qu'on prenne le temps de s'appeler parce que ton profil m'intrigue, etc. Parce qu'en fait, C'est elle a intéressant. pas l'habitude d'avoir des profils comme ça qui, tu sais, Qui le fait? Qui fait ça? ouais, qui fait ça? Personne. Là, tu es devenu un et si je tentais plutôt qu'un oui, mais il y a plus, il y a, tu vois, et c'est Voilà. encore une fois le growth mindset, Un peu ça. c'est top. C'est exactement ça. Merci de partager ça parce que je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Top. J'espère. Alors, si tu devais laisser un seul message au monde, lequel serait-il? Euh, c'est fort. Attends, je suis en train de réfléchir. Un seul message au monde, lequel serait-il? Ça peut être un mot, une citation, quelque chose que tu proposes aux gens de faire, tu vois. Euh, tout simplement tout simplement être honnête avec eux-mêmes, en fait. Je dirais ça. Je dirais que tant que tu es honnête avec toi, tu pourras être honnête avec les autres. C'est pas un travail facile, mais je pense que voilà. Simple, mais pas facile. Simple mais pas facile. Ça, j'aime beaucoup, merci. Ça, c'est une question que j'adore aussi. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur proposerais-tu? Euh, Bah en fait, vu qu'en France, on a un système qui est énormément euh, géré, manipulé d'une certaine manière par l'État et par les dirigeants de cet État, je dirais que si je mets à la place, si les personnes qui dirigent notre pays ont une vision beaucoup plus entrepreneuriale euh, en lien avec tout ce qu'on a évoqué, je pense que la société s'en sortirait beaucoup plus facilement, dans le sens où moi, le constat que je fais, c'est que beaucoup de gens euh, basent et appuient leur réussite sur le fonctionnement de l'État, dans le sens où ils se déresponsabilisent par rapport au système et aux choses qui sont mises en place par l'État sur le côté financier, sur le côté social, etc. Et moi, ce que je dis, et j'ai pas peur de le dire dans le podcast, que ça soit un centriste, un, un président de droite ou de gauche qui dirige le pays, euh, pour moi, ça ne change pas grand-chose dans le sens où tout ce que je fais, je suis 100% responsable. Alors, bien évidemment, en fonction de la classe politique, il y aura des choses qui seront mises en place de différentes façons. Je dis pas que il y a pas de côté négatif, que ça soit quelqu'un de gauche ou de droite. Je dis juste que responsabilisez-vous davantage et comme ça ira beaucoup mieux plutôt que de s'appuyer sur des gens, sur un fonctionnement, pardon, euh, qui est juste provisoire entre guillemets et qui est là pour mettre des petits pansements et réparer certaines failles. Et je pense que si on met à la tête de l'État des entrepreneurs du style que j'aime beaucoup, Anthony Bourbon, tu vois par exemple,
avec un mindset qui permet justement aux gens de se responsabiliser et d'avancer en fonction de leur objectif, je pense que la société irait dans un sens, pas un meilleur sens, mais un sens plus approprié par rapport aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà, c'est très, c'est un peu philosophique et politique, mais Non, mais j'aime bien parce que moi j'ai une vision et c'est un peu suisse comme ça. Où en fait, pour moi, c'est un va un peu dans le même sens, mais pas exactement, dans le sens où, pour moi, les décisionnaires, les gens qui doivent prendre les décisions, qui devraient prendre les décisions, doivent être ceux qui sont impactés par ces décisions. ouais, Typiquement, je prends un exemple qui me parle beaucoup, c'est les professeurs. Pour moi, quand tu es à l'école, c'est les professeurs qui sont en première ligne. Ce n'est pas aux gens, aux ministres de l'éducation, etc., qui ne savent même pas ce que c'est que de gérer une classe, de prendre des décisions. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a des strates, il y a une hiérarchie. Bon, voilà, ça, c'est des choses, je suis OK, même si moi, personnellement, j'ai un peu du mal avec ça, mais je le comprends, OK. Mais pour moi, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire que les personnes qui sont vraiment impactées, il n'y a pas de jouer sa peau un peu, tu vois. ouais, Les personnes qui sont impactées, en fait, par les décisions d'en haut, eh ben, en fait, ce n'est pas les décisionnaires et les décisionnaires ne sont pas impactés. Donc, pour moi, il y a un problème là-dessus. Je suis convaincu fondamentalement que si les personnes qui étaient en première ligne prenaient les décisions, on aurait quelque chose qui a, en fait, c'est un peu cette histoire de feedback. Hein, tu vois, plus le feedback est rapide, plus les décisions sont pertinentes. Et en fait, bah, le feedback avec tout ce qui est politique, etc., c'est compliqué en fait. Et ça, c'est aussi une croyance. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu me dis. Donc, merci à toi pour ça, pour ce conseil. Alors, si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast, ce serait qui? bah, j'allais dire Anthony Bourbon, mais je pense que franchement, je te paye un resto et même un voyage si tu l'as sur le podcast. Euh, Bah, ce serait quelqu'un de fascinant à voir. Alors, je pense qu'avec la petite notoriété que j'ai, parce que je suis pas du tout connu, ça peut être compliqué. Mais je pense que c'est le genre de gars qui pourrait en fait trouver ça fun que je l'appelle. Tu vois ce que je veux dire? ah ouais, Donc, je pense. peut-être. Écoute, je note. On sait jamais. Ok, bah par là-dessus. Allez, Magnifique, j'accepte. Un dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous écoutent. écoutez le podcast. C'est beau ce que tu dis. Voilà, c'est tout. C'est à la fin du C'est podcast, la mais fin c'est du là quand même, tu podcast. vois. Ça, c'est beau. C'est beau. J'accepte. Alors, comment te contacter? Mail, Instagram, WhatsApp, LinkedIn? Alors me contacter, vous pouvez me contacter bah, par Instagram, donc c'est Loan du bas DLG. Et normalement vous me trouvez dans les premiers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Loan, donc c'est avec deux N, LOA2N.DLG. Sinon sur Facebook, bah Loan Delage, vous pouvez me trouver aussi là et puis me contacter. Je publie euh, sur les deux réseaux sociaux. Voilà, je vais pas laisser mes coordonnées téléphoniques non plus, mais parce qu'il y en a qui vont me faire des petites blagues, je pense, mais Non, c'est pas le but. j'espère pas parce que voilà. Mais voilà. Mais, ok. Instagram, du coup? Ouais, Instagram principalement. Ok, Ouais. magnifique. Magnifique. Lohan, je te remercie du temps que tu as pris, du coup, et puis de la discussion. Merci à toi en tout cas. On l'a pas dit, enfin on l'a dit à demi-mot, mais n'hésitez pas à aller voir notamment, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais Spotify et je pense qu'il y a d'autres endroits où tu as un podcast. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux dire où on peut le trouver? Ouais, sur Spotify, ça s'appelle La Discussion et je fais un épisode à peu près tous les mois. Voilà où j'invite. Alors j'ai beaucoup moins de fréquence que toi, Benjamin, mais j'invite des personnes qui pour moi ont de l'importance et qui peuvent justement avoir un impact sur le monde de la santé, du mouvement, etc. Donc Ouais. La Discussion sur Spotify. Ouais, et pour la petite histoire, on a lancé ce projet un peu comme ça ensemble. Donc moi ça, c'est le genre de choses que j'aime bien encore une fois, l'importance des moments vécus et du bon entourage. Voilà, c'est ça. Beau mot de la fin. Merci à toi Lohan, du coup, à très vite et à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Holistic Way. Ciao.